Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sur Radio Argenteuil. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Oh là, ça va Michel, bien reposé? Oui, j'en ai profité pour lire un peu. Ah c'est bien ça, c'est quoi, c'est un roman? C'est de la littérature un peu scientifique au moins. Oui, presque, ça s'appelle Rire pour ne pas mourir. Oh là, attends, fais voir ton... C'est de qui ce truc là? C'est de Jean-Marie... Michel, je suis le Michel du futur. Ne lis pas ce livre, sinon voilà ce qui va se passer. C'est de Jean-Marie Bigard. Ah merde, trop tard. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Avec l'arrivée en masse du variant Delta, Oh, c'est l'ancien variant indien. C'est qu'il suit l'ancien. la question de l'efficacité du vaccin se pose, comme elle s'est posée pour chaque variant. Dit préoccupant. Pour l'instant, la réponse est à chaque fois positive, mais au vu du bordel ambiant, c'est pas plus mal de se poser la question à chaque fois. Histoire d'être sûr. Et c'est là qu'arrive une jolie tripotée de fausses informations ou d'interprétations à côté de la plaque, relayées majoritairement cette semaine par CNews. Qui ne va pas tarder à devenir le François de la télé si personne n'y fait gaffe. Heureusement qu'on a la radio qui n'a aucun souci. Hein, Europe 1. Courage les gars. Faisons un petit passage en revue. Oui, 40% des vaccinés en Israël sont contaminés. Absolument pas. Ça, c'est une affirmation complètement farfelue tirée d'une mauvaise lecture d'une donnée disant que... En Israël, 40% de nouveaux cas de décontamination sont des personnes vaccinées. Ce qui n'est quand même pas la même chose. Du coup, enchaînons. Oui, 40% des nouveaux cas sont vaccinés. Donc, le vaccin est inefficace, ou en tout cas, il est pas si efficace que ça. Oh, cagade, lui, quand il me parle, il y a des mots, mais c'est vraiment pas les bons, hein. Il a un fusible cabrier là-dedans, je pense. Si la première donnée est vraie, la conclusion est complètement erronée. Ce chiffre est au contraire une bonne nouvelle. Regardons cela de plus près, et même si c'est niveau collège, je vais détailler les calculs parce que visiblement certains ont du mal. En Israël, 87% des adultes de plus de 20 ans sont vaccinés. Pour les enfants et ados, les données sont trop parcellaires. On va faire avec ce dont on est sûr, d'autant plus que les cas chez les moins de 20 ans sont encore heureusement rarissimes. Ce qui laisse donc 100 moins 87 égale 13. 13% de non vaccinés. Au vu des valences utilisées, on estime qu'environ 10% des personnes vaccinées sont toujours susceptibles de contracter la maladie. Ce qui fait donc 87 divisé par 100 fois 10 égale 8,7. 8,7% de la population globale contaminable parmi les vaccinés. Chez les non vaccinés, 100% des personnes sont susceptibles de contracter la maladie, ce qui fait donc 13% au total. Certains ont objecté que le chiffre était plus faible, car certains non vaccinés avaient pu contracter la maladie et être naturellement immunisés. Mais cette possibilité existe aussi pour les vaccinés, et statistiquement parlant, elle doit être la même dans les deux groupes, donc son effet s'annule ou est négligeable. Si on additionne les personnes pouvant constituer des cas, on a donc 8,7 plus 13 égale 21,7. 21,7% de la population toujours susceptible de tomber malade, dont les vaccinés constituent bien 8,7 divisé par 21,7 fois 100 égale 40. 40%. Mais cela ne signifie pas que le vaccin n'est pas efficace, au contraire, c'est précisément ce qui est attendu avec la couverture actuelle. Voyons même plus loin, si Israël parvient à vacciner 95% de sa population adulte, avec le même calcul, 100 moins 95 égale 5, 95 divisé par 100 fois 10 égale 9,5, 9,5 plus 5 égale 14,5, 9,5 divisé par 14,5 fois 100 égale 66. Mon Dieu, c'est le chiffre du diable! Non, ça fait 65,5 mais on a arrondi au supérieur. on a donc les 2/3 de nouveaux cas qui seront vaccinés, et ça sera normal. Si ça fait beaucoup de chiffres pour vous à l'oral, n'hésitez pas à retourner sur la publication Facebook du Dendrobat Doctor. Si ça vous va comme ça, on enchaîne. Découverte de la semaine. Une découverte en forme de bonne nouvelle cette semaine, pour les patients atteints de cancer et leurs familles. Ah bon? Non mais c'est une bonne nouvelle quand même. Une étude menée par différentes branches de l'AP-HP Et dont les publications sont en description. a montré que contrairement à ce qui était craint après la première injection du vaccin, le taux de séroconversion après la seconde injection est très bon chez les patients atteints de cancer solide. En effet, si après la première injection, seuls 50% des patients avaient développé des anticorps contre 100% des sujets sains du groupe contrôle, Moi j'aime pas les contrôles. les données les plus récentes montrent qu'ils sont 94 à en développer après la seconde injection. En revanche, la quantité d'anticorps produite est significativement plus faible que chez les sujets sains. Les résultats plaident ainsi pour un strict respect des écarts entre les deux doses, Ne surtout pas allonger le délai donc. et des études complémentaires sur une troisième dose pour cette population. Alors
j'avoue, c'était une bonne nouvelle. Piste de la semaine. Exponentielle. C'est une viennoiserie? Non. C'est un nouvel album des Daft Punk? Non plus, non. Ah, c'est quand on met un... Non, on parle beaucoup de croissance exponentielle dans le cas des courbes de K, mais force est de constater que ça ne parle pas à tout le monde. Si jamais vous voulez comprendre un peu mieux en manipulant des données, Christophe Illy, Un de nos abonnés à qui on fait un poutou. a proposé un petit outil sur lequel, en changeant le R0 avec B et en augmentant le nombre de jours avec Y, vous pouvez voir en combien de jours votre courbe de K sort du tableau. C'est très facile à prendre en main et c'est sur le site de Acreplume. Le lien est en description. C'est compris, Michel? Oui, il faut s'abonner et activer la cloche. T'as rien suivi de ce qu'on a dit là? Non, pas du tout. Impasse de la semaine. Obligation vaccinale. Face à la faible couverture d'une partie des En soignants, particulier ceux travaillant en EHPAD, le gouvernement et le conseil scientifique envisagent désormais de rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions. La France emboîterait ainsi le pas à d'autres pays, comme l'Italie, ayant instauré cette obligation pour ses soignants malgré une excellente couverture. moins de 2,5 de non-vaccinés chez les soignants, contre plus de 20% chez les soignants libéraux et jusqu'à 40% de ceux travaillant en EHPAD pour la France. Et qui vient de suspendre 16 professionnels en Calabre pour ce motif. Une mesure soutenue par la population selon une étude Odoxa Backbone Consulting réalisée pour Le Figaro et France Info. À lire en description. Puisque 72% de la population se dit désormais favorable à l'obligation vaccinale pour les soignants et 58% sont même favorables à une obligation vaccinale tout court. Mauvaise nouvelle de la semaine. France, oui je sais, on a perdu. C'est peut-être triste, mais surtout la baisse épidémique s'est arrêtée. La tendance est à la stagnation, voire à la remontée selon les régions. Le R0 est repassé de 0,65 à 0,7 au niveau national. Un département de France métropolitaine Les Landes, a franchi le seuil d'alerte et les cas quotidiens remontent depuis quelques jours, passant des alentours de 1780 à 1880. Oh, moi j'ai connu 1880. C'était bien. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. la barre symbolique des 50% de population primo-vaccinée vient d'être franchie en France avec près de 35% de vaccinés complets. Chez les plus de 65 ans, la vaccination stagne autour de 85% et les primo-vaccinés ne progressent quasiment plus. Les 18-24 ans qui restent particulièrement motivés, approchant les 45% et oui, ils s'apprêtent à dépasser la couverture des tranches d'âge du dessus. À noter l'arrivée dans les stades des 12-17 ans, déjà vaccinés à plus de 13%. Mon dieu, attention, une pancarte! Qu'est-ce que putain de quoi? Je n'avais pas prévu d'en parler, mais il y a tellement de gens qui sortent ça comme étant un argument, ou pire, Une preuve scientifique! qu'à un moment donné, voilà, il faut qu'on parle des mails de Fauci. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, 2 mots du contexte. Il existe aux États-Unis une loi intitulée Freedom of Information Act, Waouh, joli accent. qui permet à n'importe quel citoyen de demander la publication de documents administratifs s'il arrive à convaincre que leur intérêt public est important et manifeste. 3200 emails d'Anthony Fauci Le responsable scientifique de la gestion de crise Covid aux États-Unis. ont donc été rendus publics dans ce contexte. 3200, ça fait beaucoup. Qui c'est qui va lire tout ça? Oh, moi j'ai pas mes Ah, moi lunettes. j'ai pas le temps. moi j'ai la flemme. En plus j'ai la cataracte. Bon bah, je vais le faire. Il ne s'agit donc à aucun moment Et contrairement à ce que certains veulent faire croire en parlant partout de Fauci Leak, d'une fuite. C'est une publication parfaitement légale et, pour être honnête, prévisible. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ça nous raconte? C'est plus de 3000 courriers? Ce que ces mails nous apprennent en France. En France, il y a eu des pressions politiques sur le conseil scientifique pour généraliser l'hydroxychloroquine. C'est le mot interdit de la molécule dont on ne doit pas prononcer le nom. Alors que les preuves scientifiques étaient inexistantes. Extrait de la correspondance entre Fauci et Jean-François Delfrécy, cet aspect est également abordé avec des correspondants d'autres pays. Si le consensus scientifique est assez clair, avec des preuve pas particulièrement convaincante, ou un simple effet de baise, l'évocation de pression politique en France allant en sens inverse peut être considérée comme inquiétant on a des pressions politiques énormes. Je résiste pour l'instant. et permet de mettre en lumière l'intégrité du conseil scientifique. Quelques jours après l'évocation de ces pressions, le conseil publiait un avis défavorable à la généralisation de la molécule. La France était mal préparée. Toujours dans les échanges avec Delfrécy, on apprend ainsi que le manque de matériel de test et de réactifs a empêché une stratégie de traçage dès le début en France. Le conseil scientifique était en faveur au plus vite d'une stratégie, À la coréenne. mais les moyens en France ne le permettaient pas. La volte-face sur les masques s'explique par un changement dans la littérature aux alentours du mois de juillet 2020. Les échanges de février montrent clairement que la
la communauté scientifique n'est pas convaincue par l'utilité des masques en prévention à ce moment-là. C'est suite à des échanges d'articles sur la transmission aérienne, s'accumulant au début de l'été, que les positions vont évoluer en faveur d'un usage systématique et généralisé. Ce qu'ils ne nous apprennent pas. Fauci n'a pas utilisé d'hydroxychloroquine sur lui ou sur ses proches. Un passage régulièrement cité montrerait que l'Américain croit en l'efficacité de la molécule, car il l'aurait Préconisé à sa famille et ses amis, et semble efficace et sans danger. Si cette phrase est bien présente dans les mails, elle n'a en revanche pas été écrite par Fauci. Elle est incluse dans un long mail de 6 pages envoyé à Fauci par un illustre inconnu, qui n'apporte aucune preuve d'aucune sorte. Les échanges ne prouvent pas que le virus ait été créé en laboratoire. À aucun moment Fauci n'émet cette hypothèse, même s'il pose la question à différents spécialistes pour avoir leur éclairage. Elle est en revanche mentionnée fin janvier par un éminent directeur de centre médical, Le virologue Christian Andersen. qui exprime ses doutes. 5 semaines plus tard, ce chercheur et son équipe publieront un papier montrant qu'aucune trace de manipulation génétique du virus n'a pu être mise en évidence. On vous met le lien de l'article en description. J'ai lu les 3 premiers articles, c'est long. Qu'est-ce qu'on s'ennuie. Si seulement j'avais moi aussi une machine à voyager dans le temps, je pourrais retourner voir le Michel du futur et lui demander un résumé. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 4.4. Se servir de la science. Pensez la marche suivante. Aujourd'hui, nous clôturons enfin notre grand voyage autour de la science. Oh les gars, chopez du popcorn, on a notre épisode finish. La dernière étape de notre grand tronçon nous amène aujourd'hui à ce qui fait tout le fonctionnement de la science. Se servir de la science pour faire plus de science. Les effets spéciaux sont un peu cheap, je trouve quand même. Il y en a qui regardent. Car une fois que nous avons nos résultats, qu'ils sont vérifiés, relus, consolidés, enseignés, appliqués, encadrés et j'en passe et des meilleurs, advient une étape qui enthousiasme les chercheurs mais qui tend à angoisser le reste du monde. Des intraveineuses de café. Chut, j'ai dit. Ces résultats sont une réponse à une question, très bien, parfait. Mais ils sont surtout le terreau d'une nouvelle question. Chaque pièce du puzzle qu'on insère est, Dès qu'on est bien sûr qu'elle est à sa place. le moyen de se poser des questions sur l'emplacement vide à côté. La science, c'est toujours plus de savoir et toujours plus de questions. Ah donc ça a rien à voir avec le café. Mais Tito, vous allez pas la fermer vous là, non? c'est vrai Alors, Michel, tu ta gueule. Cela tend à être anxiogène pour beaucoup de gens. Les gens veulent des réponses et on l'a bien vu avec la crise actuelle. Ils vivent assez mal le... pour l'instant, franchement, on pige rien. On va regarder. Et ça, c'est le quotidien des chercheurs. À l'inverse, c'est aussi là qu'on peut distinguer le bon du mauvais chercheur. Parce que le mauvais chercheur, il cherche des trucs, il trouve. Ouais, voilà quoi. Alors que le bon chercheur, il cherche des trucs. Il trouve. Mais c'est un bon chercheur quoi. Parce qu'il ne s'arrête pas là. Une découverte n'est jamais satisfaisante, jamais suffisante. Il y a toujours d'autres questions derrière. Eh les mecs, j'ai trouvé le café, vous avez pas vu la cafetière? Et c'est aussi pour ça que ça s'appelle un chercheur en fait. Peu importe le nombre de fois où vous avez trouvé des pièces de puzzle, il y en a toujours une nouvelle qui vous attire votre regard. Non mais cette pièce de puzzle là, moi je te le dis. Ah ma guiche, Ah je te jure, dans 2 ans, moi j'en fais mon affaire. Méfiez-vous toujours de ceux qui se présentent comme des grands découvreurs, les premiers sur la haute marche du podium. Il n'existe pas ce podium en recherche, il y a seulement des escaliers. Ceux qui ne passent pas leur temps à penser la marche suivante sont condamnés, tôt ou tard, à être dépassés. Mais Michel, tu fais quoi? Une capsule temporelle pour voyager dans le temps. Tiens, rattrape-moi ça. Ah, j'ai une idée. Et la flemme de lire les 3000 mails restants. Ça pue la mauvaise idée ça Michel. Dis, t'as pensé à faire un don sur Tipeee avant? Ah, c'est pas con. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec l'été. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur. Et, autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous. Bonjour, je suis vieux et je vous fais un bisou. Ça marche. Ça marche? Ça marche. Il y a une marche. Ça marche. Pourquoi la moquette elle est brûlée? Il est où Michel? Eh bah, il a disparu. Oh, Ça me déconne. Ça perlipopette. Barbecue. Oh ouais grave. Moi je prends des chips. On a des poivrons? C'est bon les poivrons. Vous avez pas vu Michel?